La route pilote a tenu sous les pluies sans se rompre, alors que les chantiers classiques absorbent des budgets énormes, des pneus usagés, collectés localement, composent une section praticable et redonnent une marge de décision face aux modèles importés. Pourquoi Ibrahim Traoré mise-t-il sur ce pari observable aujourd'hui? Parce qu'une piste rurale qui reste ouverte quand tout lâche, dans la saison des pluies, sécurise l'accès aux soins, à l'école et au marché, réduit l'incertitude des familles et des vendeurs et transforme un déchet difficile à traiter en ressource, sans attendre des financements extérieurs incertains. Ce récit ne promet ni miracle technique ni héroïsation simplifiée. Il propose au spectateur un bénéfice clair, comprendre comment une décision concrète, lisible et limitée peut produire des effets durables sur la vie quotidienne. L'enjeu dépasse largement une simple route. Dans de nombreuses zones rurales du Burkina Faso, l'impraticabilité des pistes pendant la saison des pluies isole les villages, fragilise l'accès aux soins, perturbe la scolarité et transforme chaque déplacement en pari incertain. Face à cette réalité persistante, le choix n'est pas seulement technique, il est politique et économique. Continuer à dépendre de solutions importées, coûteuses et souvent inadaptées, ou accepter de tester une méthode locale moins chère mais exposée au risque de l'échec visible. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un ingénieur providentiel, mais comme l'arbitre d'un compromis assumé entre coût, autonomie et crédibilité. Si le pari réussit, il ouvre une marge de manœuvre nouvelle. S'il échoue, il renforce durablement les modèles dominants. La révélation tient en une phrase mesurable. La section test a traversé la saison des pluies sans se rompre, avec près de 40% de coûts de construction en moins par rapport aux méthodes classiques. Ce chiffre, limité mais observable, suffit à déplacer la discussion du registre des intentions vers celui des faits, là où les réflexes de rejet dominaient jusque-là. Ce premier verrou levé éclaire le contexte réel. Dans de vastes zones rurales du Burkina Faso, les pistes deviennent impraticables dès l'installation des pluies. Les villages se retrouvent isolés, parfois pendant des semaines. Les trajets vers les marchés, les écoles ou les centres de santé ne sont pas seulement rallongés, ils sont annulés, reportés, négociés avec la météo. Cette réalité n'a rien de nouveau, mais elle est rarement abordée autrement que par des projets lourds et coûteux et dépendant d'acteurs extérieurs. C'est dans cet espace contraint qu'intervient la décision portée par Ibrahim Traoré. Elle ne cherche pas à remplacer les standards internationaux, mais à tester une option adaptée à un usage précis, garantir la praticabilité pendant la période où tout cède ailleurs. La solution fondée sur des pneus usagés s'inscrit dans cette logique minimale. Transformer un déchet abondant en matériaux, réduire les coûts, mobiliser des compétences locales et observer sans filtre. Le pari reste fragile. Une route qui tient une saison ne devient pas automatiquement un modèle. Elle doit résister dans le temps, s'intégrer aux usages quotidiens et rester économiquement viable. Mais, en franchissant le seuil du réel, l'initiative cesse d'être un discours politique. Elle devient une démonstration partielle, ouverte à la critique mais impossible à ignorer. À ce stade, Ibrahim Traoré n'est pas célébré comme un inventeur. Il apparaît comme celui qui accepte que l'idée soit jugée sur la boue, le temps et l'usage, plutôt que sur la promesse. Le récit quitte alors les annonces pour suivre un acteur discret du terrain. Il ne s'agit ni d'un ministre ni d'un expert d'international, mais d'un chef d'équipe locale chargé d'organiser la collecte et la préparation des pneus. Sa mission est concrète, identifier des points de dépôt, convaincre les habitants de participer, synchroniser la collecte avec le rythme du chantier. Rien d'héroïque, tout est mesurable. Autour de lui, les premiers effets apparaissent rapidement.
Dans un village de l'Est, une vendeuse de produits agricoles explique que, pendant la saison des pluies, le trajet vers le marché devient d'ordinaire une prise de risque. La voie expérimentale ne modifie ni les récoltes ni les prix. Elle change la régularité. Quand la piste reste praticable, elle peut planifier, transporter et vendre sans perdre des journées entières à attendre que la boue sèche. Un agent de santé décrit un impact comparable. Avant, une route dégradée retardait les consultations et compliquait les urgences. Après, l'intérêt principal n'est pas la modernité de la chaussée, mais sa continuité au moment où tout lâche ailleurs. Ce détail relie immédiatement la technique à l'essentiel: accès, fiabilité, confiance. Dans ce cadre, la logique défendue par Ibrahim Traoré devient lisible. Si les habitants collectent, transforment et participent à la pause, ils ne défendent plus un projet imposé. Ils défendent leur propre solution. L'impact reste local et limité, mais une certitude s'installe déjà. Une route stable change des usages avant même de produire des chiffres. La bascule se résume simplement. Avant, les pistes cédaient dès les premières pluies. Après, une section test tient et oblige à revoir l'évidence. Avant, la logique était connue. Les pistes rurales cédaient dès les premières pluies, les chantiers s'interrompaient et l'on attendait des financements supplémentaires pour réparer ce qui venait à peine d'être construit. Après, le projet soutenu par Ibrahim Traoré s'active autrement, par une succession d'actes simples qui exposent immédiatement la méthode au réel. L'activation commence par un geste banal: transformer un déchet en ressource. Des pneus usagés, destinés à l'enfouissement ou au brûlage, deviennent l'objet d'une collecte organisée. Des équipes locales sont mobilisées. Des points de dépôt apparaissent près des villages. Les habitants apprennent à trier, nettoyer et préparer les matériaux. Très vite, une contrainte s'impose. Sans logistique régulière, il n'y a pas de chantier. Et sans chantier continu, il n'y a aucune preuve à défendre. La route n'avance que si la chaîne complète tient. Vient ensuite la phase de construction visible. Les premiers mètres posés attirent l'attention parce qu'ils rompent avec les habitudes. Là où les méthodes classiques s'appuient sur des engins lourds et des entreprises extérieures, le chantier expérimental fonctionne avec ce qui est disponible sur place. Le travail est plus lent mais lisible. Chaque couche posée devient compréhensible pour ceux qui y participent. La simplicité n'est pas improvisation. Elle exige une coordination précise et un respect strict des usages visés. Le moment décisif arrive sans annonce officielle: la saison des pluies. Elle agit comme un révélateur brutal. Ailleurs, les pistes se fissurent, se creusent, disparaissent sous l'eau. Sur la section test, la chaussée tient. Pas de miracle, pas d'invulnérabilité, mais une continuité là où tout cède autour. Cette traversée sans rupture transforme une hypothèse fragile en résultat observable. Le projet cesse d'être rejeté par principe. Il devient débattu, chiffres à l'appui. C'est là que la tension du récit atteint son sommet. Les premières comparaisons économiques émergent. Le récit avance une réduction proche de 40% des coûts de construction par rapport aux méthodes classiques. Il évoque aussi une baisse d'environ 30% des coûts d'entretien. Un autre indicateur frappe les esprits: près de 10 000 pneus recyclés par kilomètre. Ces données ne servent pas à proclamer une victoire, mais à rendre l'option difficile à écarter sans examen sérieux. À enveloppe budgétaire constante, davantage de kilomètres deviennent envisageables. Les répliques ne tardent pas. Des entreprises de construction voient leur position fragilisée. Les critiques se durcissent. On interroge la durabilité à long terme, la sécurité, l'absence de normes établies. Le projet quitte alors le seul terrain rural pour entrer dans un espace plus conflictuel où intérêts économiques, crédibilité technique et choix politiques s'affrontent. Dans cette phase de rémanence, Ibrahim Traoré n'apparaît ni comme un vainqueur ni comme un idéologue. Il assume un déplacement du débat. La route n'est plus un symbole, elle devient un enjeu.
Et c'est précisément cette exposition au conflit qui marque le passage décisif, du test discret à une option que l'on doit désormais juger, accepter ou refuser sur la base de faits. Avant l'initiative, les routes rurales classiques absorbaient des budgets élevés pour une durabilité limitée. Après le pilote, les données disponibles indiquent des écarts suffisamment nets pour déplacer l'arbitrage. Ce basculement n'efface pas les incertitudes, mais il introduit des repères chiffrés là où le débat reposait surtout sur des habitudes. Le premier indicateur concerne le coût de construction. Le récit avance une réduction proche de 40% par rapport aux méthodes traditionnelles. Ce delta ne signifie pas une route hors bon marché au rabais. Il signifie qu'à enveloppe budgétaire constante, l'État peut rendre praticable davantage de kilomètres sans attendre des financements extérieurs. Autrement dit, le choix n'est plus binaire entre peu de routes coûteuses et beaucoup de pistes fragiles. Une marge de manœuvre apparaît, mesurable et donc discutable. Le deuxième indicateur porte sur la maintenance. Les données évoquent une baisse d'environ 30% des coûts d'entretien. Dans des contextes où l'entretien est le maillon faible des infrastructures, cette diminution change la logique de long terme. Elle suggère que l'effort financier ne se concentre plus uniquement sur l'acte de construire, mais sur la capacité à maintenir la route fonctionnelle saison après saison. Une économie à l'entretien, même partiel, réduit les interruptions et stabilise les usages quotidiens. Le troisième indicateur donne l'échelle environnementale et logistique, près de 10 000 pneus recyclés par kilomètre. Ce chiffre rend tangible l'impact. Il montre qu'un déchet encombrant, souvent brûlé ou abandonné, est réintégré dans un cycle utile. La route devient alors un outil d'économie circulaire autant qu'un ouvrage de transport. Cette dimension ne résout pas à elle seule les enjeux environnementaux, mais elle aligne infrastructure et gestion des déchets de manière concrète. Ces trois mesures ne prétendent pas clore la discussion. Elles la structurent. Elles permettent de comparer des performances observées à des pratiques dominantes plutôt que d'opposer une idée ingénieuse à des standards établis. Dans cette logique, Ibrahim Traoré met en avant les chiffres comme des repères, non comme des promesses. Chaque indicateur sert à tester la méthode, pas à la sanctifier. La cohérence entre les mesures compte autant que leur ampleur. Une réduction des coûts de construction sans baisse de la maintenance déplacerait simplement le problème. Une économie environnementale sans praticabilité réelle pendant la saison des pluies resterait symbolique. Ici, les données avancées dessinent une équation partielle mais alignée. Construire moins cher, entretenir plus facilement, recycler un volume significatif de déchets. À ce stade, la preuve reste limitée dans l'espace et le temps. Elle ne garantit pas une performance identique sur tous les axes ni sous toutes les contraintes. Mais elle atteint un seuil critique, celui où l'option devient difficile à ignorer sans examen sérieux. La question centrale se déplace alors naturellement. Ces écarts chiffrés tiennent-ils au-delà du pilote et à quelles conditions peuvent-ils être reproduits sans dégrader la sécurité ni la fiabilité? Les opposants au projet avancent d'abord un argument technique robuste. Selon eux, une route conçue à partir de pneus recyclés peut fonctionner sur un tronçon pilote, mais elle ne répond pas aux exigences de durabilité imposées par un trafic plus dense ou par des conditions climatiques extrêmes prolongées. La résistance observée sur une section limitée ne garantit pas une performance stable sur des axes plus sollicités, ni sur plusieurs années consécutives. Un second argument concerne la sécurité et la normalisation. Les méthodes classiques s'appuient sur des normes internationales éprouvées, des certifications reconnues et des cadres juridiques clairs. À l'inverse, cette approche reste marginale et peu standardisée. Les critiques estiment que généralisées. La méthode expose l'État à des risques juridiques et financiers en cas de défaillance ou d'accident,
faute de validations indépendantes à long terme. Ces réserves ne sont pas accessoires. Elle rappelle que toute innovation infrastructurelle doit être jugée sur la durée et à l'échelle des usages réels, pas uniquement sur un succès initial. La réponse avancée par les défenseurs du projet ne nie pas ses limites, elle les intègre au raisonnement. Le contrepoint repose sur une clarification des objectifs. Les routes concernées ne visent pas des autoroutes à trafic intensif, mais des axes ruraux où la priorité est la praticabilité pendant la saison des pluies. Le critère déterminant n'est ni la vitesse ni le volume, mais la continuité d'accès. Dans ce cadre, comparer la solution aux standards d'axes nationaux devient moins pertinent que l'évaluer face à l'échec récurrent des pistes existantes. C'est ici que la position d'Ibrahim Traoré se précise. Il ne présente pas la méthode comme universelle, mais comme adaptée à un besoin ciblé, avec des coûts, des matériaux et des compétences locales. Le débat quitte alors l'opposition binaire entre innovation et tradition. Il devient opérationnel. Pour quels usages précis cette solution est-elle pertinente et sous quelles conditions peut-elle être reproduite sans compromettre la sécurité? Cette reformulation ne clôt pas la controverse, elle la rend testable. À ce point précis du récit, l'initiative cesse d'être perçue comme une expérimentation isolée, elle devient un signal stratégique. Ce qui était observé à l'échelle d'un village commence à être lu comme une option reproductible sous condition dans d'autres zones rurales confrontées aux mêmes contraintes. La discussion ne porte plus seulement sur la solidité d'une route, mais sur la capacité d'un État à orienter ses choix techniques face à des ressources limitées. Ce déplacement du regard modifie la position d'Ibrahim Traoré. Il n'est plus uniquement celui qui autorise un test audacieux. Il devient l'acteur qui assume publiquement un changement de logique, privilégier l'adaptation locale plutôt que l'alignement systématique sur des modèles importés. Cette posture n'est ni spectaculaire ni idéologique. Elle est pragmatique. Elle s'appuie sur des résultats partiels mais observables et accepte que l'évaluation continue fasse partie intégrante du processus. La révélation tient dans ce glissement discret. L'innovation ne réside pas seulement dans l'usage des pneus recyclés, mais dans la méthode de décision. Tester rapidement, observer sur le terrain, corriger sans masquer les limites, étendre uniquement ce qui résiste au réel. Cette approche rompt avec les projets figés, conçus loin des usages et souvent fragilisés dès la première saison des pluies. À partir de là, la question centrale change. Il ne s'agit plus de savoir si la route est atypique, mais si cette manière de décider peut devenir durable. Les effets de l'initiative ne se lisent pas de manière uniforme. Ils varient selon les acteurs concernés. Et c'est précisément cette diversité qui permet d'évaluer si le projet dépasse le symbole pour produire des transformations durables. À ce stade, la route cesse d'être un objet technique. Elle devient un facteur de réorganisation sociale, économique et politique. Du côté de l'État, l'impact est d'abord budgétaire et stratégique. Une réduction d'environ 40% des coûts de construction modifie les arbitrages. À ressources constantes, davantage de kilomètres peuvent être rendus praticables sans dépendre entièrement de financements extérieurs. Cette marge de manœuvre renforce la capacité de décision publique. Dans cette logique, Ibrahim Traoré ne cherche pas à opposer une solution locale aux standards internationaux, mais à créer une option crédible dans un portefeuille de choix. L'effet est discret mais structurant. Il redonne de la latitude là où les contraintes financières dictaient jusqu'ici les priorités. Du côté des acteurs économiques locaux, notamment les petits commerçants et producteurs agricoles, la conséquence est plus immédiate. Une route praticable pendant la saison des pluies ne promet pas une hausse soudaine des revenus. Elle réduit l'incertitude. Pouvoir rejoindre un marché sans attendre des jours entiers que la piste sèche change la planification, la régularité des échanges et la gestion des stocks.
Cette stabilité, rarement visible dans les grands discours sur l'infrastructure, pèse lourd dans des économies rurales fragiles. Du côté des populations, l'impact se mesure en continuité d'accès. Accès à l'école, aux soins, aux services administratifs. Quand une route tient au moment où les autres cèdent, elle transforme des gestes ordinaires en routines fiables. Le gain principal n'est pas la vitesse, mais la prévisibilité. Ce changement nourrit un sentiment souvent négligé, la confiance. Les habitants n'organisent plus leur vie autour de l'état de la piste. Ils intègrent la route comme une constante, même imparfaite. Du côté des observateurs extérieurs, enfin, l'initiative agit comme un révélateur. Elle interroge la définition même de l'innovation dans les pays soumis à de fortes contraintes. Ici, il ne s'agit ni de haute technologie ni d'importation massive, mais d'une réorganisation des ressources disponibles. Le fait que près de 10 000 pneus soient recyclés par kilomètre attire l'attention sur une convergence rare entre infrastructure, environnement et emploi local. La route devient un support d'économie circulaire autant qu'un ouvrage de transport. Ces conséquences ne constituent pas une victoire définitive, elles dessinent un champ de possibles. Le projet soutenu par Ibrahim Traoré montre que l'impact réel ne se mesure pas uniquement en kilomètres construits, mais en capacités nouvelles, décider, maintenir, adapter. À ce stade, la route ne change pas tout. Elle change suffisamment pour obliger à regarder autrement ce qui semblait immuable. À court et moyen terme, l'initiative peut suivre plusieurs trajectoires distinctes, sans qu'il soit nécessaire d'en prédire la probabilité. Ces scénarios n'annoncent ni un succès assuré, ni un échec programmé. Ils décrivent des chemins plausibles conditionnés par la cohérence de l'exécution. D'abord, un scénario de base se dessine. La méthode se consolide progressivement. Les sections pilotes sont stabilisées, puis étendues par grappes dans les zones rurales où la praticabilité pendant la saison des pluies constitue l'enjeu principal. La collecte de pneus s'organise de manière plus régulière. Les équipes locales gagnent en expérience. L'attention se déplace vers des règles simples de qualité et de maintenance. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré gagne du temps. Il ne cherche pas à convaincre par un discours, mais par l'accumulation de preuves fonctionnelles, visibles et comparables. Puis, un scénario plus optimiste apparaît. L'expansion s'accélère. L'adhésion locale se renforce, l'attention médiatique internationale requalifie l'initiative en exemple de développement pragmatique et les centres de collecte se multiplient. Les formations s'élargissent, l'emploi local se consolide et les économies sont réalisées sur la construction et l'entretien libèrent des marges pour d'autres priorités publiques. La méthode commence alors à dépasser le cadre national. D'autres pays confrontés à des contraintes similaires observent et s'interrogent. Le projet cesse d'être un cas isolé pour devenir une référence possible. Enfin, un scénario défavorable reste possible. Les résistances montent. Les critiques techniques et réglementaires s'intensifient. Des difficultés logistiques apparaissent, flux de pneus irréguliers, coordination fragile, accès limité à certaines zones. Une défaillance visible suffit à fragiliser la confiance. L'initiative se fige à l'échelle de quelques régions et perd sa capacité d'entraînement. Le récit bascule alors du potentiel vers la prudence sans être totalement abandonné. Quel que soit le scénario, une recommandation de méthode s'impose. Juger. L'initiative sur la chaîne complète. Collecte, transformation, pose et entretien. Si un seul maillon cède, l'ensemble du modèle est remis en question. C'est sur cette cohérence, plus que sur l'originalité du matériau, que se jouera la suite portée par Ibrahim Traoré.
À ce stade, l'enjeu cesse d'être institutionnel pour devenir personnel. Le projet ne demande pas aux spectateurs d'évaluer une technologie, mais de reconnaître des effets concrets qui résonnent avec des situations ordinaires. Quand une route reste praticable pendant la saison des pluies, la première conséquence est le temps. Moins d'heures perdues, moins de trajets annulés, moins de décisions suspendues à la météo. Pour une famille, cela signifie pouvoir planifier une consultation médicale sans parier sur l'état de la piste. Pour un élève, rejoindre l'école avec régularité au lieu d'alterner présence et absence. Pour un petit commerçant, écouler une production au moment opportun plutôt que d'attendre que l'accès redevienne possible. Pris isolément, ces changements semblent modestes. Ensemble, ils modifient la manière d'habiter un territoire et d'y projeter des choix. Un second effet, plus discret, concerne la confiance. Lorsque les habitants participent à la collecte des pneus, à leur préparation et à la pose, ils comprennent la logique de l'ouvrage. La route n'est plus un objet extérieur dont on subit l'état. Elle devient un bien collectif dont on connaît les limites et les conditions de maintien. Ce passage d'une dépendance passive à une implication active transforme la relation au développement. Dans cette perspective, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme une figure lointaine ou abstraite. Il incarne une décision qui relie des choix publics à des gestes quotidiens. Le spectateur n'est pas invité à admirer une innovation, mais à observer ce qu'elle permet quand elle fonctionne là où tout échouait auparavant. Ce déplacement du regard est essentiel. Il rappelle que l'infrastructure ne se mesure pas seulement en kilomètres ou en normes, mais en continuité d'accès, en prévisibilité et en confiance partagée. C'est sur ces critères ordinaires, rarement mis en avant, que le projet révèle sa portée réelle. Pour que l'initiative dépasse le stade du pilote et s'inscrive dans la durée, plusieurs étapes doivent s'enchaîner avec rigueur. La première concerne l'organisation de la collecte. Sans flux régulier de pneus usagés, la méthode perd son socle. Cela suppose des points de dépôt identifiés, des circuits de récupération stables et une coordination locale capable d'absorber les variations saisonnières. La réussite ne dépend pas d'un stock ponctuel, mais d'une capacité continue à alimenter les chantiers. La deuxième étape porte sur la transformation. Trier, nettoyer et préparer les pneus demandent des compétences reproductibles. Des formations ciblées évitent l'improvisation et garantissent une qualité homogène. Cette phase est décisive car elle conditionne à la fois la durabilité de la route et la crédibilité de la méthode face aux critiques techniques. Vient ensuite la pose, qui doit rester strictement alignée sur les usages visés. Les axes concernés ne sont pas conçus pour un trafic intensif, mais pour assurer une praticabilité constante pendant la saison des pluies. Maintenir cette adéquation entre conception et usage limite les surpromesses et réduit les risques d'échec visibles. La quatrième étape est souvent la plus négligée: l'entretien. Une route qui tient doit pouvoir être réparée rapidement avec les mêmes ressources locales. Des routines simples, intégrées aux communautés, permettent d'intervenir avant que les dégradations ne deviennent critiques. Enfin, la mesure relie l'ensemble. Coût, durabilité, participation locale et continuité d'accès doivent être suivis de manière transparente. Dans cette logique, Ibrahim Traoré met en avant une méthode plus qu'un symbole. Chaque étape répond à une question simple: qui fait quoi, quand et comment sait-on que cela fonctionne? Si ces réponses restent alignées, la trajectoire devient défendable. Le récit revient à ce qui semblait presque anodin au départ: une route, un village, un trajet rendu possible quand ailleurs tout se dégrade. Ce détail, observé dès les premières sections, prend ici tout son sens. La transformation ne tient pas à l'originalité du matériau, mais à la cohérence entre une décision publique et la réalité du terrain. En suivant cette trajectoire,
Ibrahim Traoré n'apparaît ni comme un visionnaire isolé, ni comme un gestionnaire froid. Il incarne un choix assumé, accepter l'incertitude d'une solution locale plutôt que la certitude coûteuse de modèles importés. Ce choix ne supprime pas les risques, il les rend visibles, discutables et ajustables dans le temps. La route en pneus recyclés n'est pas présentée comme une réponse universelle, elle agit comme un miroir. Elle renvoie une question simple à chaque observateur. Que se passe-t-il lorsqu'une communauté peut réparer, maintenir et comprendre ce qui la relie au reste du pays? À cet instant précis, l'infrastructure cesse d'être abstraite. Elle devient relationnelle, ancrée dans des gestes quotidiens. Une chose demeure, au-delà des débats techniques et politiques. Quand une route tient, la promesse devient crédible. C'est cette crédibilité progressive, née d'un usage ordinaire, qui constitue le véritable héritage du choix porté par Ibrahim Traoré. Cette histoire ne demande ni adhésion immédiate ni verdict définitif. Elle invite à un déplacement du regard. Observer comment une solution locale, imparfaite mais fonctionnelle, peut réorganiser des priorités longtemps considérées comme figées. La route en pneus recyclés n'impose pas un modèle. Elle propose une expérience lisible, critiquable et améliorable. À travers ce projet, une question plus large s'installe. Comment juger une initiative publique? Par son élégance technique, par son alignement avec des standards internationaux ou par sa capacité à résoudre un problème concret là où il se pose réellement. L'exemple du Burkina Faso suggère que ces critères entrent parfois en tension et que le choix n'est jamais neutre. Pour le spectateur, l'enjeu n'est pas d'applaudir ou de rejeter, il est d'apprendre à distinguer une réussite symbolique d'une réussite durable. Une route qui tient une saison est un signal. Une méthode qui se répète, se transmet et se corrige devient une option. La discussion reste ouverte. Ce type d'approche peut-il transformer durablement des trajectoires de développement ou restera-t-il cantonné à des contextes spécifiques?